toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est une vidéo FAQ, donc une vidéo foire aux questions. En général, j'en fais à peu près une par an et je vous demande du coup sur mon compte, bon là, mes comptes Instagram, de poser des questions sur des sujets qui pourraient vous intéresser, donc des sujets qui pourraient concerner mon métier ou mes activités plus de passion, notamment tout ce qui est lié à la lecture, à l'écriture, mais ça peut être aussi des questions un petit peu plus larges, puisque, comme je l'avais mis sur Instagram, tant qu'on reste dans le respect, qu'il n'y a pas de questions trop bizarres, j'ai envoyé le genre de truc qui nous mettra mal à l'aise, vous et moi surtout, et bien, hormis ce type de questions, en général, je suis plutôt disposée à y répondre, et certaines me font en plus beaucoup rire, donc au contraire, c'est toujours avec plaisir. Et d'autant plus que c'est une vidéo qu'en général, j'aime beaucoup tourner, voilà, parce que je trouve que ça fait vraiment... Enfin, j'aime toutes les vidéos de manière générale que je propose, mais c'est vrai que certaines j'apprécie peut-être davantage, et ce que j'aime beaucoup là, c'est le côté un peu plus de répondre à des questions, d'apprendre un petit peu plus à se connaître, voilà, et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup, et même moi en tant que personne qui regarde des fois des vidéos sur YouTube, enfin des fois, souvent sur Booktube notamment, j'aime beaucoup justement les foires aux questions. Et je me permets du coup, avant de commencer cette vidéo, de vous rappeler que vous pouvez, si ce n'est pas déjà fait, eh bien vous abonner à la chaîne YouTube et également activer la petite clochette pour pouvoir recevoir du coup les alertes comme quoi une nouvelle vidéo est parue. Ce qui permet comme ça que vous soyez ultra informés, que vous puissiez revenir me voir, et c'est encore plus chouette, du coup on passe plus de temps ensemble. Surtout j'ai découvert le moyen de mettre ce petit truc là qui fait gling gling et vous cliquez sur abonner, et en fait ça m'amuse beaucoup. Voilà, c'est mon grand plaisir de l'année 2023. Bref, sur ces entrefaits, passons du coup à la foire aux questions. J'ai du coup découpé cette FAQ en 3 catégories. J'espère que ce sera pas trop long, j'espère que vous me pardonnerez si c'est long, puisqu'il y a du coup une catégorie qui va plus traiter de mon métier, de l'histoire géo, de mes activités d'enseignante, et une partie qui va plus traiter de l'écriture des romans, et j'ai gardé à la fin une catégorie hors sujet, que je ne savais pas où placer, donc j'ai mis autre hors sujet. Voilà, ça sera plus facile comme ça. Vous avez compris, j'aime bien faire des cases et des tableaux, c'est à peu près comme ça que ça se passe dans mon cerveau aussi. Donc je range les informations, ça permet de mieux les catégoriser et les trier et de mieux s'organiser, et comme ça je suis contente. Donc première question qu'on m'a posée, c'est toujours pas curieuse de prendre des 6e pour la rentrée prochaine. Eh bien non, sachez que je n'ai pas redemandé de 6e pour la rentrée prochaine, je reprends comme cette année pour la rentrée du coup 2023, année 2023-2024, des 5e, 4e et 3e, comme cette année, une 5e, 3 4e et 2 3e. Voilà, je pense que l'expérience des 6e a été riche d'enseignement, voilà, vraiment, riche, une expérience comme il faut en vivre dans sa vie, ou ne plus en vivre justement, et vous voyez, c'est le genre d'expérience qui vous apprend ce que vous ne voulez plus. Voilà. Alors, encore une fois, je reconnais beaucoup de choses positives aux élèves de 6e, la curiosité, l'envie d'apprendre, l'envie de partager son savoir et de donner sa réponse, vous voyez, mais c'est trop petit pour moi. Voilà, c'est... À un moment donné, il faut se faire une raison. Je ne suis pas faite pour les enfants, surtout de cet âge. Moi, j'aime les ados, voilà. Bon, c'est des bébés ados en devenir, mais... Non, cette expérience fut fructueuse, intéressante, innovante, et à ne pas refaire. Est-ce que je vois un avantage à avoir, du coup, 2 matières, c'est-à-dire à enseigner, donc ici, histoire géo. Je tiens à rappeler que j'enseigne le MC aussi quand même, hein. Et j'aime bien parce que la personne entre parenthèses m'a mis, par exemple en Bavière, ils enseignent 2 matières. Je vois que ces personnes ont bien compris que j'avais une petite passion, légère, pendant très légère, qui ne se voit pas du tout, pour l'Allemagne, et pas que pour l'Allemagne, surtout pour la Bavière. Donc effectivement, en Allemagne, les matières sont combinées, c'est-à-dire qu'en fait, un professeur enseigne forcément 2 disciplines. Bon, moi ça ne m'a pas choqué puisque j'enseigne déjà 2 disciplines. Là où effectivement cette personne soulignait quelque chose d'intéressant, c'est qu'elle disait que l'histoire et la géo sont 2 matières qui sont différentes. À savoir que dans les pays... alors, l'Allemagne n'est pas que, si on va par exemple en Angleterre, en Écosse, c'est pareil. En fait, l'histoire est plutôt dans le pôle littéraire et la géo se retrouve plutôt dans le pôle scientifique. Alors, c'est pas gênant, non, parce qu'en fait, nous, en histoire géo, on fait surtout de la géographie humaine, donc plutôt l'impact des hommes sur les territoires, les espaces, enfin voilà, ce genre de choses.
Bon, bien sûr, on fait de la localisation de cartes, mais en fait, finalement, on fait un espèce de mix de géo-histoire. Voilà, plus en fait, moi j'ai parfois plus l'impression de faire de la géopolitique ou de l'étude de l'actualité que de la géographie physique. Enfin, de la géographie physique pure, on n'en fait pas d'ailleurs, parce qu'en fait, ça, c'est en SVT maintenant. Voilà, et après, bah écoutez, moi je trouve que c'est plutôt avantageux dans la mesure où ça me permet de ne pas m'ennuyer, et que vous l'avez peut-être compris, mais j'ai une forte tendance à m'ennuyer, beaucoup, rapidement. Donc du coup, en fait, ça me permet de changer plein de fois de chapitre, de discipline, et c'est plutôt chouette. Et en plus, au final, j'aime beaucoup la géographie. C'était pas du tout une matière que j'appréciais à l'école, et c'est pas du tout une matière que j'ai suivie en licence, puisque moi j'ai une licence d'histoire et de lettres, et en fait j'ai découvert ça en master, et j'ai trouvé ça très très chouette. Voilà, c'est Caroline Passion Carte, voilà, cartographie. Vous voyez, c'est comme la petite BD Caroline et ses amis là. Bah moi il y aurait eu Caroline fait des cartes, voilà, parce que quand Caroline a découvert, oui je parle de moi la troisième personne d'un coup, quand j'ai découvert du coup que ce qu'était de faire des croquis et des cartes, j'ai été prise d'une passion soudaine de faire des cartes. Et ça détend, en fait, de faire des cartes, figurez-vous que c'est super chouette. Oui, celle-là m'a beaucoup fait rire. Comment corriger des copies? Alors, si c'est un manuel que tu veux, comment? Bah, comment? Tu prends un stylo, tu prends une copie, tu te concentres bien, tu vois, et tu crayonnes dessus. Mais si c'est plus sérieux que ça, bah en fait, comment on corrige une copie? On suit un barème de points en général, ou si on est plus... Enfin, et encore, le mieux c'est on suit un barème de points, surtout si on est sur un début de correction, hein, que c'est la première fois qu'on fait ça, et ça permet d'être le plus objectif possible, même si la note comportera toujours une part de subjectivité, ça on pourra jamais, je pense, le retirer, mais voilà, en suivant un critère, un barème, et point très important, en choisissant le bon stylo. Tout est dans le stylo, et surtout dans la couleur du stylo. Parce que si tu prends du rouge, tu es méchant, et si tu prends du vert, tu es bienveillant. Et c'est important la bienveillance dans l'éducation nationale. Est-ce que j'ai déjà réussi à finir le programme d'histoire géo? Alors, je finis toujours le programme d'histoire géo. Je finis toujours ce que je commence. C'est un principe de vie. C'est un principe de personne stressée, surtout, qui est incapable de pas finir les choses. Donc oui, je finis toujours le programme. Il est toujours fini. Après, il est plus ou moins fait en accéléré. Je triche un peu avec le programme, parfois en couplant des chapitres entre eux. Mais écoutez, ils deviennent amis et puis ça marche. Puis les élèves ils y voient que du feu. Il n'y a que vous qui le savez en général. Quelle est ta période de l'histoire préférée? Alors, en études, vous avez dû comprendre que j'aimais bien étudier la Seconde Guerre mondiale. Maintenant, je crois que je fais une petite saturation de la Seconde Guerre mondiale. Là, j'ai vraiment trop fait de la Seconde Guerre mondiale, faut que je me calme. Et de manière générale, une période que j'aime beaucoup, c'est plutôt le 19e siècle. Voilà, j'aime beaucoup le 19e siècle, j'aime beaucoup le moment notamment de l'osmanisation, le moment de l'industrialisation, alors que bon, en soi, je suis pas fan hein, de l'industrialisation parce que ça a pollué tout et ça a dégradé tout l'environnement. Mais par contre, c'est un sujet de transformation de la société que je trouve ultra important, enfin ultra intéressant en tout cas. Donc ça, j'aime bien le faire, et j'aime bien tout ce qui est transformation urbaine, urbanisme. C'est pour ça que l'osmanisation, j'adore. En fait, je suis fan du baron Haussmann, donc voilà, l'exposition universelle, création de la Tour Eiffel, ça j'aime beaucoup. Et quelle est la partie du programme de géo que j'aime bien faire? J'aime beaucoup tout ce qui concerne le changement climatique en 5e. Donc j'aime beaucoup tout ce qui est l'aspect... Enfin d'ailleurs, le programme en tête de 5e sur le développement durable, j'adore. Je déteste toute la partie qui concerne en histoire les Byzantins. Je déteste les Byzantins. Et même le Moyen-Âge, j'ai pas une grande passion pour le Moyen-Âge. J'aime bien la partie sur les grandes découvertes, mais toute la première partie, c'est horrible. Qu'est-ce que j'aime pas enseigner, du coup, qui est allé dans la question? Ben, le programme de 6e. L'Antiquité. Je supporte pas les cailloux, en fait. Qu'est-ce que je pense de la spécialité HGGSP? Donc, la spécialité HGGSP, c'est Histoire, Géographie, Sciences politiques et géopolitique, qui est proposée maintenant dans les lycées. Je pense que si j'allais enseigner au lycée, j'irais enseigner pour ça. Donc, la personne demande si, du coup, il devrait la choisir, sachant qu'il est fan d'histoire. Oui. Oui. J'aimerais refaire le lycée juste pour cette spécialité. Voilà. Et j'aimerais le lycée juste pour enseigner cette spécialité. Alors que j'ai pas à la base un attrait particulier pour aller au lycée. Mais juste pour ça, parce que je trouve que les sujets doivent être super intéressants. On parle de géopolitique, on questionne la géographie du monde actuel et l'histoire. Enfin, je pense que ça doit être, en tout cas si elle est bien enseignée, une matière qui doit être ultra riche de connaissances, mais très intéressante. Et pour avoir vu les sujets, parce que mon petit frère avait suivi l'option...
sous les grands encouragements de sa sœur. Eh bien, du coup, j'aurais aimé être à sa place. Voilà, j'aurais bien aimé suivre ses cours, j'aurais aimé enseigner ces cours-là, parce que je trouvais que c'était ultra intéressant et ça me rappelait beaucoup ce qu'on étudiait à la fac, ce qu'on étudiait aussi durant le concours. Donc oui, je te conseille de prendre cette option qui m'a l'air, ma foi, très très intéressante. Du coup, question, est-ce que j'aimerais enseigner au lycée ou peut-être plus loin? Alors, oui, j'aimerais bien enseigner au lycée peut-être un jour. C'était en fait à la base ce que je voulais. C'est-à-dire qu'au tout départ, quand j'ai voulu être prof, moi ce que je voulais c'était effectivement enseigner au lycée. Aujourd'hui, j'ai parfois envie d'enseigner au lycée parce que je me dis que je pourrais creuser un petit peu plus de sujets, que je pourrais aller en profondeur, qu'on aurait des discussions qui seraient peut-être un petit peu plus poussées avec les élèves. Par contre, avant, je pense que peut-être qu'au niveau de la qualité du cours, c'était mieux au lycée. Maintenant, j'en suis plus tellement convaincue parce que quand je vois qu'on est sur des classes à 36 dans les établissements scolaires, ça fait quand même du monde cette histoire, voilà. Nous à 30, je trouve ça déjà beaucoup, alors 36. Et en fait, aujourd'hui, les professeurs de lycée se plaignent à peu près des mêmes problématiques que les profs du collège. Donc avant, effectivement, il y avait un vrai tri qui était effectué à l'entrée du lycée. Enfin, tri, on s'entend hein, par tri, mais en tout cas, on avait une meilleure orientation. Enfin, oui, on avait une meilleure orientation. Aujourd'hui, on a une orientation qui part totalement en cacahuète. Voilà, pour ne pas jeter des cacahuètes sur le système en lui-même. Le système est en train de s'écrouler. Donc pour vous la faire courte, ce qui se passe, c'est très simple, c'est qu'en fait, il n'y a plus de place dans les filières professionnelles, faute de bâtiments, puisqu'on n'a pas construit de bâtiments. Et du coup, en fait, comme on ne sait pas où mettre les élèves, et que la scolarité est obligatoire jusqu'à 16 ans, plus aujourd'hui la formation est obligatoire jusqu'à 18 ans, eh bien on se retrouve à avoir des élèves qu'on ne sait pas où placer, qui n'ont pas le niveau pour aller en seconde générale, mais faute de place en seconde professionnelle, ou pas que de place, parce que d'aller en seconde professionnelle si vous n'avez pas de projet professionnel, ça n'a pas de sens en fait. Du coup en fait ces élèves-là, on les met en seconde générale. Du coup, ils n'ont pas leur place. Ils ne trouvent pas forcément de sens à ce qu'ils font. Peut-être qu'ils ont leur place, peut-être qu'ils n'ont pas encore trouvé le sens. Mais là, dans les faits, ils ne le trouvent pas. Et du coup, comme, bah, vous savez, quand on est ado, qu'on ne sait pas ce qu'on veut faire de sa vie, parce que c'est compliqué de trouver ce qu'on veut faire de sa vie, il arrive parfois qu'on embête la classe et le prof. Et du coup, je pense que la qualité d'enseignement est peut-être pas aussi optimale que ce que ça pouvait être avant. Donc, je dis pas que c'était mieux avant. Vous avez compris, c'est pas exactement ça. Je dis pas qu'il y avait une meilleure façon de procéder. Je pense qu'il y a un vrai problème d'orientation en France. Pas qu'en France, mais surtout en France. Et qu'il faudrait vraiment remédier là-dessus. Donc peut-être que s'il y avait une vraie remédiation de l'orientation, j'opterais pour le lycée. Peut-être que j'opterais un jour pour le lycée. Pour le moment, j'aime trop mes collègues de travail. J'aime beaucoup. Même s'il y a des moments donnés où je suis hyper démoralisée et ça me saoule le collège. J'aime bien l'aspect ludique qu'on peut retrouver au collège, qu'il y aura moins au lycée, parce que même si la connaissance sera plus poussée, même si effectivement j'ose espérer que je pourrais traiter des sujets plus en profondeur, j'aime bien aussi l'idée de me dire qu'au collège je leur apprends encore des choses. Je dis pas que les lycéens savent tout, ils savent tout. Mais là je peux faire des activités ludiques, voilà, enfin. Et puis bon, pour le moment j'aime bien mon collège, j'aime bien mes collègues, donc du coup voilà, peut-être à terme, sait-on jamais. Après. L'université, j'avais pensé éventuellement à la recherche. Bon, je pense que le problème actuel, c'est que j'adore la recherche. Vraiment, j'adorerais retourner à l'université pour écouter des cours, parce que j'adore quand on m'abreuve de savoir. Voilà, moi, j'adore écouter les gens qui savent plein de choses et prendre des notes, plein de notes. Par contre, faire de la recherche, en fait, je crois que ça me plairait pas forcément, et je préfère en fait faire mes recherches, écrire des romans à partir de mes recherches pour romancer l'histoire et la rendre accessible, plutôt finalement que passer des heures entières à faire de la recherche pour de la recherche, qui en fait en sciences humaines en soi fait pas trop progresser et changer le monde. Après, j'aimerais bien faire de la formation dans les INSPE pour aller enseigner auprès des enseignants et des futurs enseignants. Ça, c'est quelque chose qui me plairait bien. Donc si un jour l'inspecteur me le propose, ou si un jour j'ai une opportunité, ouais, ça pourquoi pas, ça me plairait bien. Comment arrives-tu à gérer le stress et la fatigue tout au long de l'année? Alors, comment je le gère? Gère-t-on vraiment le stress et la fatigue? Je ne gère pas le stress et la fatigue. Voilà. Je suis une personne qui suit vraiment un brin, j'insiste, un brin, hyperactive. Je n'ai pas été diagnostiquée hyperactive, mais même ma chef d'établissement me l'a fait remarquer, donc
et tous mes collègues, je pense qu'à un moment donné, si une panoplie de personnes vous disent la même chose, c'est qu'ils ont peut-être raison. Je suis quelqu'un qui a du mal à tenir en place, donc je fais beaucoup de choses, et je tiens aussi beaucoup, je pense, sur les nerfs. Voilà. Donc, et quand je suis stressée, cela se reporte en général sur mon anxiété. Je suis quelqu'un de très anxieuse, voilà, même si j'en parle pas spécialement parce que c'est ma vie privée, je suis très stressée en fait de manière quotidienne, ça se reporte sur autre chose, hein, donc j'ai des migraines assez quotidiennement, donc j'ai souvent mal à la tête, j'ai souvent mal à la nuque, j'ai souvent mal partout en fait, vous ne me vivez pas avec moi, mais mes amis ou mes parents vous le diront, j'ai toujours un problème et je suis toujours en train de dire que j'ai mal quelque part, voilà, parce que j'ai des douleurs chroniques, donc c'est un peu chiant. Pour tout vous avouer. C'est un peu fatigant aussi, pour tout vous avouer. Après, je pense que justement, en fourmillant d'activités et en faisant plein de choses, ça me permet d'oublier le stress et de faire semblant de ne pas être fatiguée. Donc je dis pas que c'est la solution et qu'il faut faire pareil que moi. Être hyper productif, c'est super cool, vous faites plein de choses. Maintenant, petit conseil pour vous et petit conseil pour moi, il faut aussi apprendre à trouver quelque chose qui vous permette de vous détendre. Voilà, donc sur l'année, je dis pas que j'ai pas des moments où je suis démoralisée, je vous montre souvent le positif du métier parce que ça me fait plaisir de vous montrer un aspect positif du métier d'enseignant et que je pense qu'il faut garder quand même une passion du métier qu'on fait. De côté, c'est un métier qui est compliqué. Et c'est un métier qui est compliqué parce qu'en fait, les gens ont un avis sur les profs, tout simplement parce que tout le monde est passé par l'école. Tout le monde est passé par l'école et malheureusement, je pense qu'on a tous rencontré des profs qu'on n'a pas appréciés et des profs qu'on a plus appréciés. Ce qui fait qu'aussi, on a du coup déjà notre propre histoire avec l'école qui vient se greffer sur notre rapport à l'enseignement et aux enseignants. Et on a aussi un autre souci, c'est que y a beaucoup de préjugés qui circulent sur les enseignants, donc pour ne pas vous les citer, hein, on est des fonctionnaires qui faisons un cours une fois dans notre vie et qui le réexploitons encore et toujours, hein, et on est de gros flemmards évidemment, toujours en vacances, donc vous avez déjà ça, et c'est vrai que quand on voit aujourd'hui la dégradation des conditions du métier. Bon, on va pas parler des conditions salariales, sinon les gens vont se mettre à crier au scandale, mais là aussi, c'est toujours pareil, hein, on nous promet revalorisation, si on écoute la télévision, on est revalorisé tous les 6 mois, on ne voit toujours pas la couleur de l'argent. Mais bon bref, passons. C'est un métier en fait où les gens sont là et nous expliquent qu'on ne fait que 18 heures de cours, sans se rendre compte de tout l'à côté, sans se rendre compte des heures passées au téléphone avec les parents, sans se rendre compte du temps, que de correction de copie, parce que quand on dit on fait pas 18 heures, on nous répond souvent oui, on sait, vous corrigez des copies et vous faites des cours. C'est pas ça qui prend le plus de temps. Au début de carrière, oui. Après, à la longue, enfin, ça prend du temps, mais c'est pas ça qui est le plus usant moralement. Ce qui est le plus usant moralement, c'est la fatigue des fins de journée, des débuts de journée, des moments où vous essayez de faire cours et vous battez pour faire cours, parce que c'est des ados. Je veux dire, à un moment donné, on a tous été ados, on sait qu'il y a des cours, on n'avait pas envie d'être là. Et du coup, en fait, vous vous battez pour pouvoir leur permettre de bénéficier d'un savoir, alors que l'école est quand même quelque chose qui, normalement, est censé être une chance qu'on donne aux gens. Donc il y a ça, il y a le fait d'avoir un manque de respect permanent de la part de certains, et moi, il y a quelque chose que je trouve très compliqué, c'est le bruit permanent. On vit dans un bruit permanent. Il y a des bavardages constant. Et à un moment donné, faut arrêter de dire c'est parce que le prof sait pas tenir sa classe. Moi, s'il y a bien un truc contre lequel je ne sais pas lutter, c'est le bavardage. Voilà. Il y a des classes enfin, comment dire, il y a des classes qui ne parlent pas. Mais quand une classe entière a décidé de parler, vous avez beau faire ce que vous voulez, hein, j'ai testé, hein, tu parles tout fort, tu parles tout doucement, tu t'arrêtes, tu les regardes, tu les fixes. Oui, ça marche 3 secondes. Vous vous retournez, c'est fini. Parce que les élèves, ils pensent que si vous êtes de dos, vous les entendez plus. Voilà, donc il y a ce bruit et ce fait de se battre en permanence pour faire court. Et ça, oui, c'est usant. Ça, c'est usant, et je vous avoue qu'il y a des moments donnés dans l'année où j'en ai juste marre, où j'en ai marre de répéter 20 fois le même cours aussi, et où je suis juste fatiguée, où j'ai une migraine, où j'ai pas la patience, et oui, dans ces moments-là, c'est compliqué. Donc, dans ces moments-là, comment je supporte ça? Je supporte ça avec d'autres activités, parce que je pense que c'est là où c'est bien d'avoir d'autres passions, d'autres activités que simplement son métier, mes amis, ma famille, enfin voilà, des choses qui permettent justement de me dire que ma vie entière ne se résume pas à mon métier, à l'éducation nationale. Après, même si j'aime ce travail, même si c'est un métier passion que j'ai choisi et que je voulais faire depuis que je suis petite, pour être totalement honnête avec vous, je ne pense pas que c'est un métier que je ferai toute ma vie.
parce que c'est fatigant, déjà, c'est la première chose, et parce que je pense que faut le faire quand on est motivé et qu'on n'est pas à bout de souffle et qu'on en a pas marre, et voilà, et qu'à un moment donné, certaines choses ont une fin. Alors peut-être qu'avant, on rentrait dans la fonction publique en se disant c'est génial, c'est la sécurité de l'emploi, et moi j'ai tenu ce discours-là. Enfin, je sais que voilà, je voulais être fonctionnaire, ça me rassure d'être fonctionnaire, et j'ai découvert qu'être fonctionnaire, c'est fonctionner, c'est faire ce qu'on te dit. Et je crois que mon rapport à l'autorité est en train de changer. Non, je rigole, je suis quelqu'un enfin, il n'y a pas de problème. Je veux dire, quand une loi est logique, j'ai pas de souci avec ça. Et en fait, c'est plutôt que moi, je suis rentrée dans cette école avec cette volonté, justement, d'apporter quelque chose. J'aime l'école, en fait. J'aime ce que ça peut apporter comme savoir. J'aime l'idée de pouvoir aider des élèves. Mais si à un moment donné, je me sens plus utile, ou si j'ai l'impression, en fait, de faire des choses qui n'ont plus de sens, j'en perdrai l'intérêt, et je veux pas en fait devenir un espèce de prof aigri qui finit par faire peser ça sur ses élèves. Donc voilà, la vie est faite de changements, de possibilités, donc nous verrons dans 10 ans où j'en serai. Ah bah du coup, tiens, c'est très drôle, ça m'amène à la question qui a été posée, donc sur comment vois-tu ta vie dans 10 ans, et je vais faire aussi un petit parallèle avec une autre, où en gros, qui me demandait si je me verrais être prof à la fac, ou ce genre de choses. Comment je vois ma vie dans 10 ans? Alors attendez, déjà dans 10 ans, j'aurai quel âge? Waouh, j'approcherai des 40 ans déjà, ce sera flippant. Dans 10 ans, eh bien dans 10 ans, je pense que je ne serai plus prof, c'est la première chose, voilà. Je ne sais pas si j'aurai encore cette chaîne YouTube, nous verrons. On fera un petit goûter. Vous m'enverrez un message dans 10 ans pour me dire qu'il y a un goûter de prévu. Non, dans 10 ans, je ne sais pas où j'en serai exactement, mais encore une fois, je vous disais, je me vois pas faire ce métier toute ma vie, et j'aimerais changer. Alors après, changer pourquoi? Ça c'est toute la question, hein. À la base, moi je voulais à l'issue... moi ce que je voulais au départ, c'était faire prof et écrivain. Bon, ça on va dire que ça marche. Enfin, en tout cas, c'est en train de marcher. Ça tend à, même si bon, certains projets n'aboutissent pas encore, mais la question n'est pas si, mais quand. J'ai de l'espoir. Non, mais je voulais faire chef d'établissement. C'était vraiment un truc qui me plaisait. J'aime le côté gestion, j'aime le côté management. J'adore faire des comptes rendus administratifs et assister à des réunions. Voilà, c'est mon plaisir personnel. Mais je me verrais pas appliquer des réformes auxquelles je ne crois pas. Et je pense que gérer une salle des profs, c'est compliqué. Voilà, je pense que, sans me jeter des fleurs, je pense que j'aurai les compétences pour être chef d'établissement. Mes collègues me le disent souvent. D'un autre côté, je leur fais aussi remarquer que si j'étais chef, je ne serais pas chef de eux, parce qu'ils sont insupportables et intenables. Et comme me l'a dit ma propre chef d'établissement quand je lui avais parlé de ce désir-là, elle m'avait bien expliqué que la chose la plus complexe à gérer, c'est bien la salle des profs, parce que les profs sont ingérables, hein, je le sais, hein, je suis la première à répliquer, à dire ce que je pense. Et... je sais pas, je vais peut-être finir syndicat, en fait, on sait pas. Non, blague à part, en fait, je sais pas si je resterai dans l'éducation nationale. Peut-être, parce que l'éducation reste quand même quelque chose qui me plaît. Si j'ai la possibilité de changer le système de l'intérieur, pourquoi pas. La fille, elle est un peu en train de vous dire comme ça, en secret, qu'elle veut faire ministre. Hein. Ou alors, sinon, je change tout simplement et je fais un métier plus reposant, dans la culture, dans les archives. Je vais travailler dans une petite librairie, une petite bibliothèque, voilà, tranquille. Un musée, j'aimerais bien pour organiser des expos, ce genre de choses. Et ma foi, grand rêve aussi dans 10 ans, si je peux être un écrivain qui a publié plein de livres, bah ça me plairait beaucoup. Voilà, plein de livres à destination de la jeunesse principalement, parce que c'est mon nouveau... c'est pas mon nouveau, j'ai toujours voulu publier pour les enfants. Pour le moment, c'est pour les adultes, mais voilà, je tends à espérer que les choses changent. Sait-on jamais. 2 petites questions encore sur le métier. Donc déjà, pour savoir si quand on est professeur dans le public, on peut enseigner dans le privé. Alors non, parce que c'est pas le même concours en fait. Moi j'ai le CAPES et il faut avoir le CAFEP. CAFEP, oui c'est ça. Donc c'est les mêmes épreuves, mais c'est pas pour le même public. Est-ce que ça me plairait? Pas spécialement. J'ai rien contre le privé, mais en fait, pour moi l'école c'est public. Alors, parce que je suis passée aussi par le public, en fait pour moi l'école c'est public. Donc et puis j'ai pas d'expérience dans le privé. Hormis pour la mutation qui fait qu'on peut choisir son établissement, en fait je verrais pas trop de différence, surtout que les profs du privé vous le disent, qu'aujourd'hui il n'y a pas tellement de différence. Dans le privé il faut être rentable, donc en fait on a autant d'élèves que chez nous. Voilà, donc non, c'est pas vraiment quelque chose qui me donnerait plus envie que ça. Donc après j'ai une élève, je sais pas pourquoi j'ai une personne, qui me demande si du coup... comment faire pour être professeur de fac? C'est compliqué d'être prof de fac.
c'est compliqué parce qu'il y a très peu de place à la faculté. Donc, le meilleur parcours, c'est de faire de la recherche, parce que si tu veux être enseignant-chercheur, c'est ça. De préférence d'être agrégé, oui. Il y a une haute estime de soi et des gens dans l'université. Donc c'est pas obligatoire d'être agrégé, certifié suffit. D'avoir le concours d'éducation nationale, c'est bien, agrégation ou certification, parce que ça t'assurera en fait justement de travailler pour l'État. Sinon tu vas être contractuel et ça va être beaucoup plus compliqué. Après en sciences humaines c'est complexe parce que faut trouver des crédits et qu'en sciences humaines il y en a pas beaucoup. Et après pour l'enseignement en fac en général, faut savoir quand même qu'il y a très peu de place en université, qu'il faut attendre que les gens meurent ou partent à la retraite, et que souvent c'est du coup des contrats courts et qu'il faut changer d'université régulièrement. Donc bon voilà, déjà passer le concours, faire de la recherche, un sujet de recherche, éventuellement un doctorat, donner des cours en complément et puis prier fort pour que ça marche. Voilà, en posant des cierges partout. Je passe maintenant à la partie qui concerne plutôt l'écriture, la lecture. Déjà on me demande du coup à quand mon prochain roman. Alors j'ai envie de dire déjà lequel, parce que comme j'en écris beaucoup, moi j'ai surtout envie de dire aux potentiels futurs éditeurs qui passeraient par là, à quand vous voulez en fait, parce que j'en ai plein, voilà, j'ai des romans de fantasy, j'ai des romans pour la jeunesse, j'ai des romans sur l'adolescence, j'ai des romans sur le harcèlement scolaire, j'ai des romans sur historique pour la jeunesse ou pour les adultes, enfin... Quand vous voulez, voilà. Mais blague à part, là je viens de signer du coup un nouveau contrat avec mon éditeur qui devrait, normalement le roman devrait sortir en novembre, donc en fin d'année, et c'est encore un roman... Alors, c'est encore un roman historique, oui et non. C'est plus un roman historico-contemporain. Il est inclassable. En fait, c'est un roman qui se passe dans notre époque, mais qui se rapporte quand même à la Seconde Guerre mondiale, voilà, parce que oups, hein, mince, je me suis encore retrouvée dans cette époque. Donc en fait, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Olivia, qui trouve à la mort de son grand-père dans son grenier une photo, et elle s'aperçoit que son grand-père est né, n'est pas né là où elle pensait qu'il était né, et du coup, elle va faire toute une enquête pour remonter ses origines, dans l'objectif de comprendre en fait, et surtout parce qu'elle se rend compte qu'il y a un secret qui pèse du coup sur leur famille, et elle aimerait savoir quel est véritablement ce secret, d'autant plus que son frère jumeau est dépressif. Il a une impression d'avoir un grand mal-être en lui, et elle est persuadée que si elle retrouve du coup, si elle comprend la clé des origines de son grand-père, elle pourra l'aider en fait, potentiellement soigner sa dépression. Donc voilà, alors après... Je vous en dis pas plus. Le grand-père en question, ses origines remontent du coup à la Seconde Guerre mondiale. Il s'est passé quelque chose. Vous verrez. Ensuite, quelqu'un me demande du coup si je préfère les happy end ou les sad end. Alors, en tant qu'écrivain, je préfère écrire des fins tristes. Voilà, j'aime beaucoup les drames, voilà, pour faire pleurer les gens. Vous avez remarqué, mes romans sont pas les plus gais qui soient, même si je tiens à préciser quand même que le roman qui va sortir en fin d'année est très différent des autres parce qu'il est beaucoup plus drôle, voilà, il est beaucoup plus drôle, j'ai pris un grand plaisir à l'écrire et le ton n'est pas du tout le même que sur les autres parce que Olivia c'est une ado, donc elle parle comme une ado, voilà, donc il est beaucoup plus rigolo et il y a beaucoup plus de moi que ce qu'il y avait finalement dans les autres romans, même s'il y avait un rapport familial dans les autres. Là, pour le coup, elle me ressemble plus, en fait, Olivia, et en plus, ça se passe dans ma région d'enfance, voilà, il y a plein de souvenirs d'enfance aussi. Par contre, en tant que lectrice, je préfère les happy end. Voilà. Je déteste qu'un auteur me fasse pleurer, ça m'énerve. Ça m'énerve, j'ai envie de jeter le livre, j'ai envie de dire pourquoi t'as brisé mon cœur en fait, parce que t'as brisé mon cœur. Voilà, je ne supporte pas qu'on tue un personnage que j'aime. Le personnage, c'est mon ami en fait. Si c'est mon ami, je veux pas qu'il meure. Voilà, et je pleure autant que si un ami était mort. Voilà, donc c'est un drame pour moi. Donc je préfère les happy end. Voilà, j'adore les fins heureuses. Mais j'aime bien écrire des... Super, je suis super sympa comme fille en fait. Celle-là m'a fait rire, c'était « Quel est ton livre préféré que tu n'as pas écrit ?» Alors déjà, si je vous donnais mon livre à moi pour vous dire quel était mon livre préféré, ce serait hyper narcissique. Donc mon livre préféré, ou mes livres préférés, c'est L'Assassin Royal de Robin Hobb. Donc j'aime beaucoup le personnage. Les gens se moquent de moi parce qu'on me dit « Mais il est dépressif !» Je tiens à préciser qu'il a des raisons de l'être. Voilà, il s'est fait abandonner par sa mère et son père, pauvre petit. Et c'est une quête, voilà, à travers 34 bouquins. C'est de la fantaisie et j'adore, voilà, j'aime beaucoup, beaucoup. Et sinon, j'adore le roman
Le Prince Captif, voilà, ça c'est un de mes grands coups de cœur, mais vraiment, vraiment. Et ces derniers temps, j'ai beaucoup aimé Six of Crows, voilà, qui sont à chaque fois de la fantasy. Et bon, après je ne vais pas être originale si je vous dis que le roman qui a marqué mon enfance, c'est Harry Potter. Mais ça, je pense que tout le monde l'avait compris. Qu'est-ce qui me plaît le plus dans l'écriture? Alors, ce qui me plaît le plus dans l'écriture, c'est d'écrire. Non, c'est la phase d'écriture, justement. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que pour ceux qui connaissent pas bien le milieu de l'écriture de façon générale, quand on écrit, on réécrit. En fait, après, on retravaille le livre, on le relit, on l'améliore, on change des choses. Moi, c'est pas la partie que je préfère. Celle que je préfère, c'est vraiment la phase créative, celle pendant laquelle on écrit. Voilà, il y a les idées qui jaillissent, je dors plus la nuit, je fais que ça de ma vie. Parce que c'est vraiment, c'est littéralement ça. Hein. J'écris très vite parce que je suis dans cette espèce de fibre créative qui fait qu'en fait, il faut que j'arrive au bout de mon histoire. Donc ça, c'est vraiment la partie que j'aime beaucoup parce que je suis hyper stimulée, il y a toutes les idées qui viennent, voilà, je suis plongée dans mon roman, je suis avec mes personnages, donc voilà, ça c'est vraiment ce que je préfère. Et voilà, et on me demande du coup aussi si jamais, alors je pense que la personne écrit, si vous écrivez, comment faire relire, enfin trouver des gens pour lire votre livre en dehors de votre famille. Il existe des plateformes d'écriture, notamment Wattpad par exemple. Après, bon, pour mon expérience personnelle sur Wattpad, j'ai quasiment pas de lecteurs, donc je suis fascinée par ceux qui arrivent à avoir beaucoup de lecteurs, je ne sais pas comment ils font, bravo à eux. Je vous invite d'ailleurs, si vous voulez aller voir mes textes sur Wattpad, avec grand plaisir, hein. J'ai mis notamment en ligne les premiers chapitres de mon roman de fantasy pour lequel je cherche un éditeur, donc pour La Malédiction d'Adriane. N'hésitez pas. Si un éditeur passe par là, qui n'hésite pas non plus à aller le voir, parce que je cherche un éditeur pour ce roman de fantasy, qui est un one-shot, hein, donc, qui peut se lire en un tome, mais qui est en 2 parties, donc qui peut éventuellement se transformer en duologie. Donc, si jamais tu cherches, enfin, vous écrivez, que vous cherchez des lecteurs, moi je dirais des plateformes d'écriture, ou de s'insérer dans des groupes d'écriture, et de voir éventuellement si on peut trouver des bêta-lecteurs, c'est-à-dire des gens en fait qui vont relire votre livre, éventuellement vous aider à l'améliorer, voir la cohérence, voir des corrections de forme ou de fond. Et ça peut être en passant un appel sur les réseaux sociaux, en demandant à des gens éventuellement de le relayer, et ça peut être intéressant, parce que c'est bien de faire lire à ses proches, mais ses proches ont toujours une part de subjectivité, ou parce que vous avez des proches qui vous diront évidemment les choses, mais des fois en fait ils connaissent tellement votre manière d'écrire et d'être qu'ils ne se rendent pas forcément compte de ce qui éventuellement n'irait pas ou serait à améliorer. Du coup, est-ce que j'ai d'autres romans de fantasy de prévus? Oui, j'ai une idée, mais pour le moment je désespère un peu de réussir à faire publier ceux que j'ai déjà écrits, donc c'est vrai que je suis un peu en dépression en ce moment. Non, c'est un grand mot. Non, je suis pas en dépression en ce moment. Je suis un peu démoralisée des fois de me dire que sans relation dans le milieu de l'édition, c'est compliqué en fait. Que c'est vrai que du coup aujourd'hui je suis un peu au stade où je me dis bon, j'ai déjà beaucoup écrit, j'ai envie en fait déjà que ces projets-là fonctionnent. J'ai vraiment envie de trouver un éditeur pour La Malédiction d'Adriane, et voilà. Et puis en plus là je suis un peu partie dans de nouvelles idées, c'est-à-dire que je me dis bon. Faut que j'arrive à trouver... Enfin, voilà. J'ai vraiment envie d'écrire pour les jeunes. C'est vraiment quelque chose qui m'anime, qui me plaît. C'est ce que j'aime le plus, en fait. Hein. Les quelques salons que j'ai pu faire, les quelques dédicaces que j'ai pu faire, j'avais qu'une envie, en fait, c'était de me retrouver dans le rayon des enfants, voilà, qui étaient tout colorés. Et du coup, c'est vrai qu'en fait, j'ai parfois du mal à m'accorder de la légitimité par rapport à ce que j'ai fait, parce que c'est pas exactement ce que j'aimerais faire, en fait. Donc voilà, mon objectif, c'est déjà de réussir à trouver un éditeur pour des romans en plus jeunesse, de trouver déjà un éditeur pour ce que j'ai fait. Après bon, je vous dis ça aujourd'hui, mais vous savez, je suis très changeante, donc ça se trouve dans 3 jours, je vais mettre à écrire un nouveau roman de fantasy. Hein. On sait pas. Hein. Ensuite, donc dans la question hors sujet, catégorie autres et compagnie, on m'a demandé comment j'ai eu l'idée de parler de mon métier sur les réseaux. Alors, en fait, à la base, je parlais pas de mon métier sur les réseaux. À la base, je faisais des vidéos d'histoire géo pour mes élèves pendant le confinement. Je m'étais dit, le cours ne suffit pas. Le cours écrit ne suffit pas, il leur faudrait une version audio ou vidéo, et j'aimais bien l'idée qu'ils puissent repasser en fait la vidéo, l'arrêter, la regarder quand ils voulaient. Et ensuite, mon petit frère, mon manager, m'a dit que je devrais faire des vidéos un petit peu plus ludiques. Donc là, j'ai fait des vidéos qui ont un petit peu plus marché, un petit peu plus drôles, donc notamment sur les perles dans les copies.
Et en fait, de fil en aiguille, je me suis mis ensuite, je ne sais même plus comment, à parler de comment être enseignant, du métier de manière générale, à faire des vlogs sur le métier, sur le quotidien d'enseignant, et j'ai eu de plus en plus de personnes qui sont venues me dire que ça les intéressait, qu'ils appréciaient le fait que je parle du métier, que je parle du métier aussi d'une manière un peu positive, mais pas que, en montrant aussi finalement tous les aspects du métier. Et en fait, je me suis dit que c'était intéressant de pouvoir continuer à parler de mon métier, du métier d'enseignant, de la vie des profs, et surtout, en fait, de montrer le métier de l'intérieur. Parce que souvent, en fait, on parle des profs, encore une fois, avec les préjugés qu'on peut avoir dessus, ou alors, on a des professeurs qui s'expriment, mais au moment où ils quittent l'éducation nationale, ou alors qui restent que factuels sur le métier en soi, enfin, sur les cours, ou tout simplement sur le fait que ça ne va pas. Et même s'il ne s'agit pas de dire que tout est rose dans l'éducation nationale et que tout va bien dans le meilleur des mondes, parce qu'il s'agit aussi de montrer que des fois c'est compliqué, hein, je pense avoir été suffisamment honnête et transparente avec vous sur ça, il y a aussi des choses positives en fait, il y a aussi des choses chouettes, et je pense qu'il faut aussi montrer des gens qui sont passionnés par leur métier, et que c'est d'autant plus important parce que on a besoin en fait de personnes qui veulent, qui souhaitent faire ce métier et de leur donner envie, voilà, donc moi, je suis contente depuis que je reçois des messages de la part d'étudiants, de futurs enseignants qui me disent qu'en fait, ils apprécient les vidéos YouTube, le podcast aussi que j'ai fait cette année, voilà, qu'ils apprécient en fait le fait d'avoir cette source d'information. Et c'est vrai que moi, je me dis, ça m'aurait plu aussi de pouvoir avoir ce type de vidéo. Et voilà, et je me dis, ça peut permettre aussi à des gens de la société lambda qui sont éloignés de l'école depuis longtemps, de montrer ce que c'est aujourd'hui, à des élèves de montrer aussi la vie de prof, parce que voilà, ils ont aussi que leur image de ce qu'est un enseignant. Et alors après, je dis pas que je reflète et que je représente tous les enseignants de la France, hein, loin de moi cette idée, mais voilà, c'était un petit peu dans cette idée-là. Donc c'est vrai que les choses en fait se sont faites un peu toutes seules. Je me suis pas réveillée un matin en me disant je vais créer une chaîne YouTube pour parler de mon métier. Ça c'est vraiment, c'est totalement du pur hasard en fait, hein. Sinon, question du coup plus personnelle, comment est-ce que je trouve la vie quotidienne en Île-de-France, qui je pense va aller avec la question sur laquelle on me demande de quelle région je suis, où j'enseigne et comment je gère, ça m'a fait rire cette question, comment en gros je gère l'accent du sud dans le nord. Alors déjà j'ai un petit avantage, tu vois là, c'est que j'accentue l'accent du sud parce qu'en réalité je n'ai pas d'accent. Enfin, j'ai des choses que je dis avec accent, hein, rose, voilà, ça on me le fait toujours remarquer. Pareil, j'ai un mot, alors je savais pas que c'était du sud, mais apparemment ça doit l'être parce que ça fait rire tout le monde à chaque fois que je le dis. Je dis aux élèves, prenez vos agendas, et là, généralement, tout le monde me regarde avec des yeux éberlués, donc bon, j'ai appris qu'apparemment ça se disait agenda, bon, très bien, je ne savais pas que c'était un mot sudiste, enfin un mot sudiste, ça se dit pas ça non plus. Donc ça m'arrive, surtout quand je suis énervée, les élèves me disent qu'en général j'ai plutôt tendance effectivement à avoir l'accent qui ressort, mais sinon de façon générale j'ai pas trop d'accent, donc ça règle un peu mon souci. Voilà, sinon du coup de quelle région je suis, je sais plus parler, je suis de la région PACA, voilà, de la Provence, la Provence, tu sais, celui avec la tige que tu mets dans la bouche et puis le chapeau de paille, voilà. Non, plus précisément je suis du Var. Voilà, donc de l'Acadière d'Azur, pour ceux qui connaissent, et de Saint-Cyr-sur-Mer, en fait, quand j'étais petite, puis de l'Acadière d'Azur, donc c'est entre La Ciotat, le Bossé, et j'ai fait mes études à Toulon, voilà, au lycée Bonaparte. Et j'étais à l'époque très amoureuse de mon professeur de littérature, figurez-vous, mais ça c'est une anecdote que vous ne partagerez pas, voilà, que vous garderez pour vous. Voilà. Et je suis partie du lycée en lui disant « Je reviendrai, je serai prof et je vous épouserai ». Bon, malheureusement, ça ne s'est pas réalisé. Et du coup, comment je gère ma vie quotidienne en Île-de-France? Alors, cette question m'a beaucoup fait rire parce qu'on a l'impression que c'est vraiment le bagne du soleil. Ça n'arrive pas tous les jours, et c'est faux parce qu'en fait, il a plu toute la journée. Alors, je gère très mal la météo, à savoir... bon, déjà, je gère rien parce que c'est... Je ne suis pas responsable du ciel. J'ai un peu de mal avec le temps, avec la pluie, là, avec cette espèce de truc, là, de bruine, là, en permanence, là, où t'es toujours mouillé et humide. Le gris, c'est déprimant, je vous jure, c'est déprimant. Donc ça, j'aime pas trop. Je manque de soleil, voilà, je manque de vitamine D. Mais en dehors de ça, en fait, j'adore la proximité avec Paris à côté. J'adore le fait que... Enfin, Paris, c'est quand même un lieu ultra culturel. J'aime beaucoup ma région, mais en termes de culture, on est quand même un peu limité.
Je dis pas qu'il n'y a pas du tout de culture, hein. À Aix, à Marseille, à Toulon, à Nice, on peut trouver des choses. Mais c'est vrai que là, à Paris, enfin, c'est tout un autre monde, hein. Donc c'est vrai qu'encore plus depuis que je gravite dans les milieux littéraires, le fait qu'il y ait tous les festivals, toutes les maisons d'édition, toutes les librairies, enfin, moi je vis chez Gibert à Paris, hein, donc voilà, si je pouvais m'y établir, je m'y établirais. Donc ça j'aime beaucoup la présence des musées, des châteaux, et mine de rien c'est une jolie région, enfin voilà, j'avais une image totalement caricaturale de l'Île-de-France, hein, pour moi qui se résumait à Paris, à rien d'autre. Et en fait, il y a beaucoup de choses, j'ai visité beaucoup de châteaux, il y a plein de forêts, c'est super beau, enfin j'habite pas très loin de la forêt de Rambouillet, c'est chouette en fait, il y a plein de châteaux ici, voilà, il y a Fontainebleau, il y a Rambouillet, il y a Versailles, enfin il y a plein de choses à faire. Et j'ai quand même la chance d'avoir rencontré mais une famille en fait, hein, mon établissement scolaire. C'est mes collègues, c'est mes amis, c'est ma famille, c'est ma vie. Je vis pas au collège, hein, parce qu'il faut sortir le mythe du prof qui habite dans sa salle de cours, mais voilà, en fait, je suis aussi bien ici que quand je suis dans le sud, donc j'ai pas spécialement envie de partir. Voilà, j'y suis très bien. 3 dernières questions, on m'a demandé quel était mon plat préféré. Alors, je ne sais pas si c'est un plat, mais j'adore les bretzels, vous avez compris, j'ai une passion pour l'Allemagne, et de façon générale, j'ai pas spécialement de plat préféré. En fait, j'adore plein de choses, genre avoir dans une assiette plein de possibilités, et tout ce qui est tartinade, voir la tapenade, du houmous, de la salade, des petites choses, en fait, plein de petites choses, vous voyez, un peu comme dans les restos libanais, là où il y a plein de choses, et du pain, j'adore le pain et le fromage, voilà, si je pouvais vivre que de pain, de fromage et de salade, je ne vivrais que de pain, de fromage et de salade. Et pas du fromage qui pue, hein, du fromage genre à pâte dure, vous voyez, genre le comté ou les trucs là de Savoie, ça j'adore. Comment avance mon apprentissage de l'allemand? Eh bien, il avance doucement, très doucement. J'avoue que j'ai fait peu d'efforts cette année, j'ai eu peu de temps aussi, donc il faudra vraiment que je m'y remette avec beaucoup de sérieux, parce que je ne peux pas me contenter juste de dire « Du bist schon » quand je vois quelqu'un, ou « Guten Tag » ou, ce que mes élèves ont beaucoup aimé et ça les a beaucoup fait rire, « Nein » Voilà, je ne peux pas faire que ça en fait, donc il va vraiment falloir que je m'y remette. Et ce que j'adorerais, c'est pouvoir aller faire un séjour linguistique à Berlin. Ça, j'adore cette ville, Berlin. Donc pour le moment, elle n'avance pas, mais elle tend à avancer un jour. Peut-être, sait-on jamais. Et j'ai quand même gardé la dernière question pour la fin parce que je trouve que c'est la meilleure. Du coup, où en est la recherche du blond bavarois? Eh bien justement, la suite au prochain épisode, parce que ma collègue d'allemand m'a proposé de retourner en Bavière l'an prochain. Alors, je continuerai mon aventure, ma recherche. Peut-être que Simone, le beau prof d'histoire géo et d'anglais que j'ai rencontré brièvement. Bien, voici fini cette FAQ, cette vidéo du coup qui risque d'avoir duré très longtemps, parce que je pense qu'on va grosso modo être à peu près à 50 minutes. Eh bien écoutez, c'est que j'avais des choses à dire et c'est que vous aviez des questions à me poser. La faute est partagée. La fille des douanes. Super, génial, franchement cette vidéo va être super intéressante. Pardon, excusez-moi. Enfin, c'est la fin de journée, écoutez, on est un jeudi soir, vous voyez, je suis fatiguée, oui, j'enregistre une vidéo un jeudi soir alors que je suis crevée. Et c'est bête, hein, voilà, hein, voilà. Je n'ai pas de justification, je n'ai pas d'argumentaire. J'ai mis aujourd'hui, juste quand même pour montrer, parce que j'en suis très fière, ma nouvelle chemise, et mes collègues m'ont dit... Enfin, aïe, oui, pardon. Voilà, vous voyez, hop. Moi, je croyais être habillée comme si j'allais faire serveuse. Mes collègues m'ont demandé si j'étais inspectrice. Voilà, je suis rentrée en salle des profs, ils m'ont dit « Bonjour, madame l'inspectrice ». Donc j'ai dit « Bonjour ». Je viens donc justement contrôler si vous avez bien fait votre boulot. Bref, je me prépare pour si un jour je suis ministre. Ah, que d'ambition dans la vie. Sur ce, cette vidéo est donc terminée, j'en referai donc certainement l'année prochaine. Je vous remercie du coup encore une fois pour votre écoute, pour votre suivi, pour tout. Si vous êtes arrivé jusque là, bravo, félicitations. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, bisous!